Il est 23 heures, vous êtes au lit. Demain, présentation importante au boulot. Vous fermez les yeux, votre cerveau, lui, allume les projecteurs. Et si tu oubliais ce que tu dois dire demain matin? Et si ton patron te pose cette question? Et si tout le monde remarque que tu transpires? Tu te souviens de cette présentation ratée il y a 3 ans? Votre cœur s'accélère, vos mains sont moites, vous ouvrez les yeux, il est minuit. Vous ne dormez toujours pas. Votre corps réagit comme si vous étiez poursuivi par un prédateur, sauf que vous êtes dans votre lit, en pyjama, parfaitement installé. Bienvenue dans Winterbloom. Ce que vous venez de vivre, c'est le bug le plus spectaculaire de l'évolution humaine. Un cerveau de 150 000 ans coincé dans un monde de 20 ans. Aujourd'hui, on va parler de ce décalage, de ce logiciel chasseur-cueilleur qui tourne sur votre Windows moderne. Et surtout, comment arrêter de vous battre contre votre biologie et commencer à travailler avec elle. Parlons un instant de vos défauts, ceux dont vous avez honte, ceux que vous essayez de corriger depuis des années. Si vous procrastinez sur un projet important pour vous, ce n'est pas forcément de la paresse. C'est certainement votre amygdale qui détecte une menace sociale potentielle. La peur de l'échec, qui amène à l'exclusion du groupe, qui amène à la mort. Alors évidemment, pas au sens littéral, mais pour votre cerveau, c'est une vraie menace de mort. Si vous vérifiez vos notifications toutes les 5 minutes, c'est peut-être que votre cerveau cherche des informations en continu pour rester connecté, ce qui amène à de la survie. Si vous ruminez cette remarque de votre collègue pendant 3 jours, c'est pas forcément de l'hypersensibilité. Peut-être que votre système traite une menace sociale comme un danger mortel, encore une fois. Et il y a énormément d'autres exemples comme cela. Si vous stressez pour un mail de votre chef, ou au contraire, si vous stressez d'envoyer un mail, c'est pas forcément de l'anxiété irrationnelle. Ou alors le fait de manger un paquet de chips en entier devant la télé sans même s'en rendre compte, c'est pas forcément des dysfonctionnements. En réalité, votre cerveau fonctionne parfaitement. Pour l'an 148 000 avant Jésus-Christ. Et le problème, c'est qu'on est en 2025. Que la réalité de 2025 n'est pas du tout la même qu'à l'époque. Imaginez, il y a 150 000 ans dans la savane africaine. Vous vivez en petits groupes de 30 personnes. Votre tribu, c'est votre assurance vie. Si vous êtes seul, vous êtes condamné. Votre journée se résume à chercher de la nourriture, éviter les prédateurs et protéger votre place dans le groupe. Et vous répétez cette journée inlassablement. La nourriture est rare et souvent imprévisible. Quand vous trouvez un arbre fruitier, vous vous gavez, naturellement. Parce que demain n'est pas garanti. Votre corps stocke donc chaque calorie comme si c'était la dernière. Le moindre bruit dans les buissons, vous fuyez. Parce que celui qui prend le temps de vérifier si c'est vraiment un lion se fait littéralement croquer. Alors que celui qui fuit sans réfléchir survit. Même si c'était juste le vent 99 fois sur 100. Si un membre du groupe vous critique, c'est un danger maximum pour vous. Parce que perdre votre statut social est vraiment dangereux. Parce que perdre votre statut social est critique pour vous. Et donc votre cerveau s'est naturellement câblé pour ces problèmes-là, pour ces menaces-là. Il y a 3 règles de survie qui ont été gravées dans votre Windows personnel. C'est l'économie d'énergie, on ne sait jamais quand sera le prochain repas. C'est méfie-toi de tout, mieux vaut 100 fausses alertes qu'un vrai danger raté. Et 3, reste dans le groupe, car seul tu es mort. Ces 3 règles ont permis à vos ancêtres de survivre, de se reproduire, de vous transmettre leurs gènes, leur cerveau, leurs réflexes. Et voilà le problème, c'est que vous avez hérité de ce cerveau. Un cerveau conçu pour la rareté, pour le danger constant, pour la tribu de 20 à 30 personnes maximum. Et ce cerveau, vous l'utilisez pour répondre à des mails, à faire des présentations PowerPoint ou à scroller sur les réseaux sociaux. C'est exactement le même. C'est comme essayer de faire tourner un jeu vidéo de 2025 sur un ordinateur de 1995. Mais ça bug, ça rame, ça plante, c'est même pas dit que ça fasse tourner le jeu d'ailleurs. Sauf que, au lieu de cracher, votre cerveau vous file de l'anxiété, de la procrastination, des compulsions alimentaires et de l'insomnie. Et le pire, c'est que c'est une région du cerveau qui nous est inaccessible. C'est l'inconscient qui s'occupe de notre survie.
qui maintient notre température corporelle, qui élimine nos déchets, etc. Et pour le système d'alarme, tout se passe au niveau de votre amygdale. C'est cette petite zone en forme d'amande au centre de votre cerveau. Son job, c'est de détecter les menaces, de déclencher l'alarme et vous sauver la vie. C'est ultra efficace, ultra rapide, elle réagit en 12 millisecondes, donc avant même que vous soyez conscient du danger. Donc évidemment, il y a beaucoup de nos réactions qui sont dépendantes de cette réaction inconsciente. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais reçu la mise à jour du monde moderne. Parce que notre cerveau ne peut pas s'adapter à ce qui se passe actuellement dans le monde. Pour notre amygdale, une notification stressante peut devenir un prédateur. Un conflit avec un collègue, c'est une exclusion du groupe potentiel. Une échéance professionnelle devient une menace pour la survie. Votre corps lance le même protocole de survie pour un mail passif-agressif que pour un lion. C'est complètement ridicule, nous sommes bien d'accord, mais c'est comme ça. Alors évidemment, ça se passe pas tout le temps comme ça et pour toutes les situations. Ça va dépendre des gens. On a certaines formes d'anxiété qui nous sont propres. Et si vous voulez savoir ce qui se passe exactement, eh bien quand vous faites face à une situation de danger, même imaginaire, le cortisol et l'adrénaline sont envoyés en masse dans le sang. Le cœur accélère pour envoyer du sang aux muscles. La respiration va accélérer pour plus d'oxygène. Le système digestif qui se met en pause parce qu'on n'a pas le temps de digérer quand on doit survivre. Le système immunitaire qui ralentit parce qu'on gère la survie immédiate d'abord. Et c'est toute l'énergie du corps qui va vers les muscles et les endroits où c'est nécessaire pour survivre. Il y a même le cortex préfrontal qui se met en veille parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir non plus. Il faut juste agir. Et en fait, ce système-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est totalement inconscient. On n'a pas la main mise dessus. Ça se passe sans notre consentement. Et heureusement d'ailleurs, parce que ça nous fait vraiment survivre à des situations de danger immédiat. Vous voyez un lion, le cortisol arrive, le cœur s'emballe, l'énergie arrive dans les muscles, vous fuyez, le lion vous rate, 15 minutes plus tard, votre corps se calme. Le système est désactivé, retour à la normale. Mais votre email stressant, vos présentations PowerPoint qui se répètent, votre conflit familial, il ne se règle pas en 15 minutes, il reste. Pendant des heures, des jours, des semaines, des mois, voire des années. Le résultat, ça donne un système d'alarme qui ne s'éteint jamais complètement. C'est un niveau de cortisol qui reste plus ou moins élevé en permanence. C'est vivre en mode survie chronique. Et ça, en fait, le corps humain n'est pas prévu pour ça non plus. Le système immunitaire s'affaiblit, la digestion est perturbée, le sommeil qui devient pourri, bref. Votre cerveau pense tout simplement qu'il est en danger de mort 24 heures sur 24. Et donc vous n'avez plus besoin de vous demander pourquoi vous êtes fatigué tout le temps. Votre corps n'est tout simplement pas prévu pour vivre dans une situation de stress permanente. Et c'est le problème de notre monde moderne, c'est qu'on peut se lier à des problèmes qui ne nous atteignent pas directement dans la vraie vie. Il vous suffit de regarder les informations tous les jours à la télé et vous allez déprimer. Vous allez ressentir une forme d'anxiété. Vous allez certainement vous dire que le monde va mal, qu'il n'y a rien qui va, qu'il y a des problèmes partout. Alors que si vous éteignez la télé, vous sortez dehors, vous respirez, vous passez du temps avec vos proches, il n'y a pas de problème en fait. C'est un exemple tout bête. Mais essayez d'appliquer ça à tout ce qui peut se passer dans la vie en réalité. Les réseaux sociaux, le travail. Est-ce que votre travail est si important que ça dans votre vie en réalité? Ça vous permet de vous nourrir, certes. Mais au-delà, est-ce que ça doit vous influencer à ce point? Pas forcément. Et ça s'appelle le biais de négativité. Une bonne journée pour vous, c'est 10 moments positifs pour un moment négatif, certainement. Le soir, dans votre lit, vous pensez à quoi? À votre moment négatif. Parce que dans la savane, il y a un souvenir de voir un arbre fruitier, c'est très bien. Il y a un membre de la tribu qui a goûté une baie et qui est mort. C'était vital de se souvenir de ça. Parce qu'on ne pouvait pas l'écrire dans notre application note de téléphone. Il fallait qu'on transmette à tout le groupe, à notre descendance, que ces baies, on ne devait pas les manger. Et donc tous ces ancêtres qui étaient optimistes à l'époque, qui zappaient les menaces, qui ne s'en souciaient pas, eh ben ils ne sont plus là aujourd'hui. Ce n'est pas leurs gènes qui ont été transmis. Les gènes qui ont été transmis, c'est ceux de la survie. C'est ceux de l'espèce humaine qui est là aujourd'hui.
qui a survécu à des millions d'années. Et donc nos gènes sont optimisés pour la survie. Parce que vos ancêtres paranoïaques qui voyaient des menaces partout, eux, ils ont survécu. Ils vous ont transmis leur cerveau. Et donc concrètement, comment ça se passe ? Votre cerveau remarque plus facilement les informations négatives. Il mémorise mieux et plus longtemps, il les rumine davantage et leur donne plus de poids dans vos décisions. Vous recevez 20 retours sur votre travail, 19 positifs, 1 négatif, vous passez la semaine à ruminer le négatif. C'est totalement irrationnel. Mais c'est pas de la faiblesse, c'est de la biologie en réalité. Nous sommes tous victimes du biais négativité, tous. Parce que votre cerveau n'essaie pas de vous rendre malheureux. Il essaie de vous garder en vie. Votre inconscient n'a pas accès à votre conscient. Vous pouvez vous dire ce que vous voulez. S'il ressent de la menace, il agira comme s'il y avait une vraie menace. Sauf qu'évidemment, la menace, elle n'est pas réelle. Un commentaire négatif, c'est pas faire face à un lion. Mais le problème, c'est l'information. Votre cerveau n'est pas informé de la différence entre les deux, puisqu'il se base sur votre ressenti, sur votre perception. Alors on en a déjà parlé dans les épisodes précédents, mais ça vaut la peine d'y revenir un instant. Dans la savane, l'énergie était rare, précieuse, les calories étaient difficiles à obtenir. Alors votre cerveau a développé une règle simple. Économise chaque once d'énergie quand tu ne chasses pas et que tu n'es pas chassé. Et donc tout simplement, rester assis, c'est parfait. Ne pas bouger, encore mieux. Reporter l'effort à plus tard, c'est une excellente stratégie. Cette économie d'énergie a permis à vos ancêtres de survivre. C'était vital. Mais aujourd'hui, vous avez le frigo plein, un supermarché à 5 minutes, ou des gens qui viennent vous livrer, des restaurants partout, l'énergie est abondante. Mais votre cerveau, lui, il n'a pas l'information. Alors il continue de vous pousser à rester sur le canapé, vers la procrastination, vers Netflix, vers l'ascenseur plutôt que les escaliers. Et il le fera tout le temps. C'est pour ça que c'est si difficile de faire du sport sur le long terme. Parce que votre cerveau ne voit pas l'intérêt, il ne comprend pas. C'est ridicule. Et le problème, c'est que ce qui vous sauvait il y a 150 000 ans est en train de vous tuer lentement aujourd'hui. Parce que la sédentarité, l'obésité, les maladies métaboliques, la dépression, c'est un vrai problème aujourd'hui. La sédentarité est bien un des plus gros problèmes de santé publique aujourd'hui. Parce que l'activité physique, c'est clairement le seul élément qui a un impact sur tous les axes de votre santé. Que ce soit le sommeil, la nutrition, la gestion du stress justement, la positivité, l'élimination des déchets de l'organisme. Bref, faire de l'exercice physique aujourd'hui, c'est vous maintenir en vie. Si on devait ramener les problèmes de 150 000 ans aux problèmes d'aujourd'hui, pour maintenir notre survie, pour maintenir des gènes positifs à notre descendance, notre cerveau devrait nous pousser à faire de l'exercice physique. Parce qu'aujourd'hui, il a compris que la nourriture n'est plus un problème, que le lion n'est plus un problème, que le vrai problème aujourd'hui, c'est le manque d'activité physique, c'est la sédentarité, c'est les fausses calories, c'est l'excès de nourriture en réalité. C'est tous ces aliments antinaturels, c'est cette hyperconnectivité qui nous déconnecte de qui nous sommes réellement. Mais malheureusement, notre cerveau ne peut pas nous aider pour ça. On doit consciemment se raisonner. On doit lutter contre notre inconscient pour aller vers ce qui est le mieux pour nous. Alors je dis pas que c'est facile, c'est même assez compliqué, mais qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On va pas continuer à se laisser bouffer par le stress. C'est pas possible. On va pas continuer à rester assis toute la journée sans jamais bouger. C'est pas une vie ça. Mais tant que votre cerveau optimisera pour un monde qui n'existe plus et que vous le laisserez faire, ça n'ira pas. Et c'est pareil pour le statut social. Il y a 150 000 ans, être exclu d'un groupe, c'était la mort quasi certaine. Et donc forcément, votre cerveau a développé un système ultra sensible pour surveiller votre statut social. Et les questions que votre cerveau se pose constamment, c'est est-ce que je suis accepté dans le groupe ? Qu'est-ce que les autres pensent de moi ? Comment est ma réputation ? Parce que ces questions étaient vitales à l'époque. Aujourd'hui, elles deviennent toxiques. Parce que votre tribu n'est plus de 20 à 30 personnes. C'est 500 amis Facebook, 1000 followers Instagram, des centaines de mails par jour, des notifications constantes. Votre cerveau essaie de surveiller le statut social d'une tribu de milliers de personnes. C'est impossible en réalité, c'est épuisant. Et quand vous commencez à recevoir des notifications positives, vous en devenez accro.
Le jour où vous ne recevez pas vos 100 likes par post, vous déprimez. Parce que votre système de survie sociale est en jeu. Ce système était calibré pour 50 personnes tout au plus, qu'on voyait en vrai tous les jours, pas pour 1000 personnes virtuelles qu'on ne rencontrera jamais. Le résultat, c'est que vous êtes socialement épuisé en permanence. Votre cerveau surveille une tribu qu'il n'arrive pas à conceptualiser. Mais ce n'est pas tout. Dans la savane, la nourriture était rare et imprévisible. Votre corps a développé une stratégie brillante. Quand il y a de la nourriture, mange au maximum et stocke tout sous forme de graisse. Parce que demain, peut-être rien. Peut-être la famine pendant 3 jours. Les gras et les sucres étaient ultra rares dans la nature. Une ruche de miel, un animal gras, c'était le jackpot. Gaffe-toi un maximum, je vais stocker pour toi, et on aura de l'énergie pendant 1 semaine, pendant 2 semaines. Alors évidemment, vous vous doutez bien qu'avec un McDo tous les 2 kilomètres, des distributeurs de snacks sucrés partout, un frigo qui déborde, le problème est différent. Votre cerveau, lui, il ne sait pas tout ça. Il peut traiter chaque repas comme potentiellement le dernier. Alors à chaque fois, il vous poussera à finir votre assiette, même si vous n'avez plus faim, à craquer sur le sucré et le gras, à grignoter par sécurité, on ne sait jamais, et à stocker chaque calorie en trop sous forme de graisse. Alors bien sûr, ça va aussi dépendre du métabolisme de chacun. Mais ça reste que votre système de survie fait exactement ce pourquoi il a été programmé. Sauf que la famine ne vient jamais, mais la graisse, elle s'accumule, puisqu'il n'y a jamais d'activité physique pour compenser. Et donc je pense que vous allez comprendre pourquoi certains conseils ne marchent jamais. Sois juste moins stressé. Mais c'est impossible. Votre amygdale ne reçoit pas d'ordre conscient. Arrête de procrastiner, c'est impossible. Votre système d'économie d'énergie est en pilote automatique. Pense positif, impossible également. Votre biais de négativité est câblé pour la négativité. Déconnecte-toi des réseaux sociaux. Ça reste difficile. Votre système de survie sociale hurle que c'est un danger potentiel. Mange moins, bouge plus, ça c'est simplifié à l'excès. Parce qu'on ne vous dit pas comment combattre ces 150 000 ans de programmation pour la survie. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui vous disent ça ne le font pas eux-mêmes. C'est vous dire à quel point c'est difficile. Donc, oubliez le fait de croire que vous manquez de volonté, que vous êtes faible ou que vous êtes cassé. Vous avez juste un cerveau parfaitement fonctionnel pour l'an moins 150 000 qui essaie de naviguer en 2025. C'est comme reprocher à un poisson de ne pas savoir grimper aux arbres. Le problème n'est pas le poisson, c'est l'environnement. Eh bien nous, notre inconscient a un fonctionnement et c'est très important de savoir comment il fonctionne. Je suis sûr qu'il y a certaines situations où vous ne comprenez même pas vos propres comportements. Vous ne comprenez pas comment vous pouvez agir comme ceci ou comme cela. À tel point que vous finissez par ne plus vous faire confiance, à ne plus comprendre qui vous êtes réellement. Mais ce qui vous manque, c'est la compréhension de comment fonctionne votre inconscient. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous ne pouvez pas changer votre cerveau, mais vous pouvez apprendre à travailler avec lui au lieu de contre lui. C'est comme dresser un chien, vous ne changez pas sa nature de chien, mais vous pouvez canaliser ses instincts. Votre cerveau ancien n'est pas votre ennemi, c'est un système de survie obsolète, mais bien intentionné. Il essaie de vous protéger avec des outils d'un autre âge. La stratégie, c'est comprendre ses peurs, respecter ses besoins et le rediriger intelligemment. Alors voici comment. La première stratégie, elle va vous étonner, c'est de parler à votre amygdale. Alors oui, je suis sérieux, si votre amygdale panique pour un mail, ne la combattez pas. Parlez-lui. Alors ça sonne dingue, mais ça marche. La technique, c'est quand vous sentez l'anxiété monter, peu importe la situation, parlez mentalement à votre amygdale comme à un enfant apeuré. Ça, c'est à votre petite voix intérieure. Merci de me protéger, je comprends que tu as peur, mais là, ce n'est pas un lion, c'est juste un email. On ne risque pas de mourir, on va gérer ça calmement. Vous êtes l'adulte, vous êtes le conscient, et votre inconscient, c'est soit vous, enfant, ou soit un petit homme de Cro-Magnon, qui vit il y a 200 000 ans. Dans tous les cas, ni l'un ni l'autre n'est capable de gérer la vie quotidienne d'un homme moderne. Il reste utile, mais pour la plupart des choses du quotidien, il nous handicape clairement. Mais lui parler, ça marche parce que nommer une émotion active votre cortex préfrontal. C'est la partie intelligente de votre cerveau qui va reprendre un peu de contrôle sur la partie survie. Vous reconnaissez l'alarme, vous la remerciez parce qu'elle fait son job, puis vous la rassurez.
Alors ça ne va pas éliminer l'anxiété, surtout au début, mais disons que ça va la baisser de 30 à 40%. Et c'est déjà énorme. Et plus vous le ferez, plus vous allez pouvoir même anticiper les moments où l'alarme risque de s'activer. Et donc avec le temps, vous allez réussir à désamorcer l'anxiété avant même qu'il n'arrive. La stratégie numéro 2, c'est donner à votre cerveau le signal que le danger est passé. Votre système de stress attend un signal clair que le danger est passé. Dans la savane, c'était simple. Vous avez fui le lion, il est parti, vous vous arrêtez de courir. Signal reçu, système désactivé. Aujourd'hui, votre stress ne se résout jamais physiquement. Il reste mental. Alors votre corps ne reçoit jamais le signal de c'est bon, c'est fini. Et donc une des solutions, c'est de créer un signal manuellement, artificiellement. Après une situation de stress, une réunion difficile, une conversation tendue ou un email anxiogène, faites une de ces actions. Alors vous avez la respiration profonde, on parle souvent de la respiration profonde, ça pourrait même devenir un mème dans les conseils, hein. Tellement ça peut paraître évident, banal, mais n'oubliez jamais que c'est les choses banales, les choses insignifiantes qui marchent le mieux. Donc la respiration profonde, ça marche vraiment. Parce que ça va activer votre système nerveux parasympathique. C'est le mode calme, le mode détente. Par exemple, 4 secondes d'inspiration, 7 secondes où vous tenez, 8 secondes où vous expirez. Vous le faites 3 fois et c'est terminé. Et donc l'idée, c'est de créer cette habitude après une situation stressante pour réapprendre votre corps, votre organisme à éliminer le stress, pour le faire diminuer au maximum. Vous avez également le mouvement physique, 2 minutes de marche rapide par exemple, vous montez des escaliers, vous faites des jumping jacks ou des squats, peu importe. Vous pouvez par exemple serrer quelque chose, une balle anti-stress, un coussin, vos mains l'une contre l'autre. Ça envoie aussi un signal physique de libération de tension. Vous pouvez lâcher vos épaules, les détendre, vous faire même un petit massage de la nuque, essayez de fermer les yeux et vous dire que le danger est passé, qu'on peut se calmer maintenant, tout va bien. C'est assez simple, c'est même un peu bête, mais c'est efficace. Franchement, essayez, vous verrez. La stratégie numéro 3 consiste à exploiter le biais de négativité à votre avantage. Vous ne pouvez pas désactiver votre biais de négativité, mais vous pouvez le contrebalancer. Alors chaque soir, notez 3 choses qui se sont bien passées dans la journée. Pas forcément à l'écrit, mais vous pouvez vous le noter mentalement. Pas forcément des trucs énormes, mais juste des trucs concrets. Vous pouvez même le faire très rapidement. Mon café était bon ce matin, ma collègue m'a fait rire, j'ai tenu ma micro-habitude du jour. Et en fait, ça marche parce que vous forcez à votre cerveau à chercher du positif. Vous l'obligez à entraîner votre attention. Alors bien sûr qu'au début c'est dur, c'est comme tout, hein. Parce que votre cerveau râle, donc soyez patient, c'est normal. Et après 3 semaines, normalement, votre cerveau commence spontanément à remarquer du positif pendant la journée. Parce qu'il sait que le soir, il va devoir en trouver 3. Vous n'éliminez pas le biais de négativité, vous créez juste un contrepoids. La stratégie numéro 4 consiste à respecter les besoins d'économie d'énergie. Parce que votre cerveau veut économiser de l'énergie, alors ok, on va respecter ça. Mais on va rediriger cette tendance intelligemment. Au lieu de combattre la paresse, rendez la bonne action plus facile que la mauvaise. Par exemple, si vous voulez faire du sport, ne comptez pas sur votre motivation pour vous lever à 6 heures. À 6 heures, votre cerveau cherche à économiser l'énergie. À la place, préparez vos affaires la veille. Mettez-les à côté du lit, sélectionnez à l'avance la vidéo que vous allez faire, que vous allez suivre pendant le sport. Créez un rituel minuscule dont on a parlé dans les épisodes précédents. Le but, c'est de réduire la friction de la bonne action au maximum et d'augmenter la friction de la mauvaise. Si vous voulez moins scroller, cachez les applications au fond de votre téléphone. Mettez-les dans 4 sous-dossiers et ça va être chiant. Ajoutez un mot de passe à 16 numéros. Si vous voulez lire plus, vous laissez votre livre ouvert sur votre coussin. Vous êtes obligé de le déplacer pour vous coucher. Alors peut-être qu'avec un peu de chance, vous allez le feuilleter. Si vous voulez manger mieux, coupez 2-3 légumes tous les jours. Vous utilisez la tendance de votre cerveau à économiser de l'énergie, mais pour vous, pas contre vous cette fois. La stratégie numéro 5, c'est de créer votre tribu réelle et de limiter celle qui est virtuelle évidemment. Votre cerveau a besoin d'une tribu. C'est non négociable, il est comme ça. Même pour une personne qui a tendance à naviguer seule, il y a un moment donné où elle ressent le besoin de se connecter. C'est en nous, c'est comme ça. Alors puisque votre cerveau en a besoin, donnez-lui une vraie tribu.
La vraie connexion sociale se fait en personne. Votre système n'a pas été conçu pour les likes et les DM, ça marche pas. Une vraie conversation de 15 minutes avec un ami fait bien plus à votre cerveau qu'une journée entière sur les réseaux sociaux. Parce que votre cerveau ne lit pas un écran de téléphone. Il lit les micro-expressions, le ton de la voix, le langage corporel. Il reçoit le signal complet de « je suis accepté dans mon groupe ». Et là, il se calme. Donc une fois par semaine, essayez d'avoir une vraie interaction sociale. Un café, un repas, une marche, une vraie conversation, quoi. Pas juste un ça va, ouais et toi, cool. Pour les réseaux sociaux, ne supprimez pas forcément, ça sert à rien. Mais essayez de les limiter et surtout essayez de comprendre si ça vous fait réellement du bien ou non. Et comme à chaque fois que vous allez changer d'habitude, votre cerveau va râler les premiers jours. Mais c'est normal, il pense qu'il surveille sa tribu. Tenez bon, car après quelques semaines, ça ira. La stratégie numéro 6, c'est de hacker le système de récompense alimentaire. Parce que votre cerveau veut du sucre et du gras en permanence, parce qu'ils étaient rares dans la savane. Vous ne pouvez tout simplement pas supprimer ce désir. Il est en vous, il est en nous, il est programmé comme ça. Mais vous pouvez le satisfaire intelligemment. Ne bannissez jamais complètement les plaisirs, parce que le cerveau réagit à l'interdiction par l'obsession. Plus vous l'interdisez, plus il en veut. Et donc ça ne fonctionnera jamais sur le long terme. À la place, planifiez vos plaisirs. Un carré de chocolat chaque soir, c'est pas interdit, c'est planifié. Essayez de le manger consciemment, lentement, prenez votre temps. Prenez vraiment du plaisir. Comme ça, votre cerveau va comprendre qu'il a obtenu sa récompense, avec moins de quantité que d'habitude. Parce que peut-être que d'habitude, il se rend compte qu'il a mangé du chocolat une fois la tablette terminée, parce que vous faites 30 000 trucs en même temps. Essayez également de manger plus de protéines et de fibres, parce que ça rassasie vraiment. Contrairement aux glucides rapides qui créent le fameux yo-yo glycémique. Et surtout, essayez de manger avant d'avoir trop faim. Parce que quand vous êtes affamé, votre cerveau passe en mode panique-famine. Il va vous pousser à vous jeter sur du sucre et du gras. On l'a tous connu, ce moment-là. Et on sait tous à quel point aller faire des courses quand on crève la faim, c'est une erreur absolue. On va se mettre à acheter n'importe quoi. Parce que votre cerveau rationnel s'éteint littéralement pour laisser place à votre cerveau d'il y a 200 000 ans. Donc si vous mangez régulièrement avant d'avoir trop faim, votre cerveau restera plus ou moins calme. La stratégie numéro 7, c'est d'accepter que votre cerveau ne sera jamais moderne. Ça, c'est la vérité finale et la plus importante. Votre cerveau ne va pas changer. Pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, pas dans 100 ans. Il ne changera pas. Il ne va pas soudainement se mettre à jour. Il restera toujours, fondamentalement, un cerveau de chasseur-cueilleur. Mais c'est ok. Vous ne pouvez pas changer la machine, mais vous pouvez apprendre à mieux la piloter. Parce qu'en vrai, le vrai pilote de la machine, c'est vous. C'est votre conscience. Jusqu'à ce que vous ne regardez plus votre inconscient. Dès que vous lui tournez le dos, il reprend son rôle de chef d'orchestre. C'est comme conduire une vieille voiture. Elle n'aura jamais l'ABS, l'aide au stationnement ou le régulateur de vitesse. Mais si vous comprenez comment elle fonctionne, vous pouvez quand même aller loin. Alors arrêtez de vous battre contre votre nature. Commencez à travailler avec elle. Si votre amygdale panique, c'est normal. Remerciez-la et rassurez-la. Si vous procrastinez, c'est normal. Essayez de réduire la friction de l'action. Essayez de comprendre quel problème d'il y a 200 000 ans vous essayez de procrastiner. Si vous ruminez, c'est normal également. Entraînez votre attention au positif. Si vous avez envie de sucre, c'est normal. Essayez de satisfaire cette envie intelligemment. Vous êtes juste humain en réalité. Il n'y a pas de problème à ça. Alors cette semaine, essayez de reconnaître un bug que vous avez, celui qui vous dérange le plus, et hackez-le tout simplement. Vous en prenez qu'un seul, puis vous appliquez une stratégie de cet épisode. Vous ne contrôlerez jamais complètement votre ancien cerveau, mais vous pouvez apprendre à négocier avec lui. L'application winterbloom.app a une section Comprendre mon cerveau avec des exercices guidés pour chacune de ces stratégies. Vous savez ce qu'on ne fait jamais avec un vieil arbre ? On ne le coupe pas parce qu'il ne pousse pas droit. On ne le force pas à devenir un autre arbre. On observe comment il pousse naturellement, où sont les branches fortes, comment il réagit au vent, etc. Puis on travaille avec sa nature. On élague les branches mortes, on arrose les racines, on protège son écorce, on respecte sa forme unique. Votre cerveau c'est pareil, c'est un vieil arbre. 150 000 ans de croissance,
Vous n'allez pas le transformer en arbre moderne. Mais vous pouvez apprendre à le tailler intelligemment, à arroser avec les bonnes pratiques, à respecter sa nature tout en guidant sa croissance. Vous ne combattez pas votre biologie, vous dansez avec elle. Et c'est comme ça qu'on fait pousser des fleurs en hiver. Pas en forçant le printemps, mais en comprenant l'hiver, en respectant le froid, en travaillant avec la saison, pas contre elle. La semaine prochaine, on parlera de neuroplasticité. Comment votre cerveau, malgré son âge, peut encore changer, se remodeler, créer de nouveaux chemins. Vous n'êtes pas coincé avec le cerveau que vous avez. Vous pouvez le sculpter, littéralement. D'ici là, observez votre cerveau ancien à l'œuvre, sans jugement, avec curiosité, comme un scientifique qui étudie une machine fascinante. Parce que c'est exactement ce que c'est, une machine fascinante. Obsolète pour le monde moderne, mais fascinante quand même. C'était Winterbloom. Et rappelez-vous, vous n'avez pas un cerveau dysfonctionnel. Vous avez un cerveau de 150 000 ans qui fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Le bug n'est pas en vous. C'est le décalage entre vous et votre monde. Comprenez-le, respectez-le, puis apprenez à danser avec lui.